Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, une intervention qui peut être assez impressionnante, surtout quand on débute. Un enfant, un tout petit, qui convulse à cause de la fièvre. Oui, c'est une situation qui génère souvent beaucoup de stress pour l'équipage, mais surtout pour les parents, bien sûr. Exactement. Imaginez l'appel, l'arrivée, l'inquiétude ambiante. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de bien maîtriser les signes qu'il faut chercher et la conduite à tenir face à ces convulsions dites hyperthermiques. Ces secousses-là qu'on peut observer, c'est vrai que c'est spectaculaire. Mais qu'est-ce qui se passe au juste dans le corps du petit ? Alors en fait, c'est une réaction un peu excessive, si on veut, du cerveau de l'enfant. Son cerveau est encore immature et il réagit à une montée rapide de température. Souvent d'ailleurs, c'est lié à une infection virale toute simple, une rhinopharyngite par exemple. Une maladie infantile classique, quoi. Voilà, c'est ça. Le point vraiment essentiel à retenir, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est bénin, ça s'arrête tout seul, spontanément. Et autre chose très importante, ce n'est pas de l'épilepsie. Et ça ne veut généralement pas dire que l'enfant deviendra épileptique plus tard. Faut vraiment rassurer là-dessus. Ok. Ah, et attention aussi à ne pas confondre avec une convulsion due à un coup de chaleur. C'est complètement différent en termes de prise en charge. D'accord, c'est noté. Bon, c'est rassurant sur le fond, ce caractère bénin, mais sur le terrain, on ne peut pas juste se contenter de se dire « bon, c'est sûrement rien ». L'évaluation doit être rigoureuse, j'imagine. Absolument. C'est même la clé. L'évaluation, elle commence dès qu'on arrive. D'abord, il y a l'interrogatoire. On questionne les parents, l'entourage. Qu'est-ce qu'on leur demande précisément ? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a une maladie en cours, de la fièvre signalée? Quand est-ce que la crise a commencé? Combien de temps elle a duré à peu près? Et puis, le type de convulsion, est-ce que c'était tout le corps qui bougeait ou juste un bras, une jambe? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs d'affilée? Est-ce que l'enfant prend un traitement? Le carnet de santé, si on peut l'avoir, c'est une mine d'or. Ok, l'interrogatoire, c'est la première étape. Et ensuite, l'examen de l'enfant lui-même. Ensuite, l'examen, oui. On vérifie tout de suite les fonctions vitales. Est-ce qu'il respire bien? Comment est la circulation? Des signes de détresse? On regarde aussi si les convulsions continuent. Parfois, c'est très discret, ça peut être juste des petits mouvements des paupières ou des lèvres. Il faut être attentif. Même des signes minimes, d'accord, oui. On prend la température, évidemment. Et puis, il y a le geste vraiment fondamental. Il faut déshabiller complètement l'enfant. Pourquoi c'est si capital ? Parce qu'on cherche quelque chose de très précis, activement, méthodiquement. C'est le purpura. Le purpura. Oui, ce sont ces petites taches rouges, parfois un peu violacées, sur la peau. Leur caractéristique, c'est qu'elles ne disparaissent pas quand on appuie dessus avec un doigt ou un verre transparent. Et ça, la présence de purpura, même une seule petite tache, ça change tout. C'est un signe d'alerte majeur. Ça peut vouloir dire qu'il y a une infection grave derrière, comme une méningite à méningocoque. Ah oui, d'accord. C'est une urgence vitale, là. Exactement. Donc, ne pas chercher ce purpura sur tout le corps méticuleusement, c'est prendre le risque de passer à côté de ça. C'est impensable. Compris. Le purpura, c'est vraiment le point de vigilance numéro 1. Pendant qu'on fait ce bilan, cette recherche, qu'est-ce qu'on fait pour l'enfant, concrètement ? Alors, la première chose, c'est d'essayer de faire baisser un peu la température. Mais attention, en douceur. Doucement, c'est-à-dire ? On découvre l'enfant. Faut pas qu'il ait trop chaud, mais faut pas non plus qu'il prenne froid. On peut utiliser des linges humides, oui, mais juste mouillés à l'eau tiède, à température ambiante. On les pose sur le front, la nuque, éventuellement les plis comme l'aine ou les aisselles. Mais surtout pas de bain froid, pas de glace. Ça, c'est contre-productif, voire dangereux. Ça peut même provoquer des frissons et faire remonter la température. Ok, pas de mesure brutale, refroidissement progressif. Et la surveillance, j'imagine qu'elle est constante, hein ? Ah oui, continue. On surveille les fonctions vitales, le cœur, la respiration, la coloration de la peau. On surveille l'état de conscience. Est-ce qu'il récupère bien ? Est-ce qu'il reste très endormi, confus ? Et bien sûr, on continue de chercher d'éventuelles nouvelles taches de purpura qui pourraient apparaître. Chaque petit changement, chaque observation est importante pour le bilan qu'on va transmettre. Justement, ce bilan, la régulation médicale, le SAMU, Centre 15, on les appelle systématiquement. Exactement. Même si la crise est finie et que l'enfant a l'air d'aller mieux. Systématiquement, sans exception.
un avis médical est indispensable, même si la crise est terminée, même si l'enfant babille et sourit. C'est la régulation qui va évaluer la situation globale et donner les consignes. Et pour les médicaments contre la fièvre, type paracétamol, Ça, c'est uniquement sur décision du médecin régulateur ou si on a un protocole spécifique qui nous l'autorise, comme la fiche S08 sur l'aide à l'administration de médicaments. On ne donne rien de notre propre initiative, jamais, bien noté. Pas d'automédication sur le terrain. Donc, si on essaie de résumer la séquence pour bien fixer les idées. Enfant qui convulse avec de la fièvre. 1. On évalue vite l'histoire, les constantes, l'état neuro. C'est ça. 2. Le geste réflexe, le truc à ne pas oublier. On déshabille et on cherche ce fameux purpura. partout. Exact, le point clé. 3. On refroidit, mais doucement, progressivement. 4. On surveille tout le temps. L'évolution est cruciale. Voilà. Et 5. On appelle la régulation, on fait un bilan complet et on suit leurs instructions à la lettre. C'est exactement ça. Il faut garder en tête que c'est souvent bénin, ça aide à gérer son propre stress, mais c'est la rigueur de l'évaluation et surtout cette recherche de purpura qui permet vraiment d'écarter une urgence vitale et d'assurer la sécurité de l'enfant. Le bon geste, la bonne décision, ça vient d'une analyse correcte et complète de la situation. Ah, et j'ajouterais, n'oubliez pas de rassurer les parents. Quelques mots calmes, expliquez ce que vous faites. Leur angoisse est immense et votre attitude peut beaucoup les aider. C'est un excellent point, la réassurance des proches est fondamentale. Bon, cette discussion pose les bases, mais évidemment, rien ne remplace l'entraînement et la connaissance des procédures. On ne peut qu'encourager nos auditeurs à relire les fiches techniques, comme la S.08 qu'on a mentionnée, et surtout à pratiquer. Pratiquer l'évaluation pédiatrique, les gestes de surveillance sur les mannequins. En intervention, on n'a pas le temps d'hésiter. Tout à fait. La maîtrise vient de la répétition et de la compréhension profonde des mécanismes. Et peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Comment on adapte notre approche si l'enfant a un handicap connu? C'est une situation particulière qui mérite aussi qu'on y pense. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Avec plaisir. C'est essentiel d'être bien préparé à ces situations. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.